L'autre matin, j'étais à la salle de sport et à côté de moi se trouvait un gars qui se faisait coacher. Son coach lui montrait comment faire du développé couché, le mouvement et l'utilité de bien faire le mouvement. Lorsque vient son tour, mon voisin essaya de faire le mouvement. Il avait clairement du mal et sa première réaction était directement de demander à son coach s'il n'avait pas un autre exercice qu'il pouvait faire. Le coach se mit alors à lui dire: il ne faut pas que tu abandonnes tout de suite, dès les premières difficultés. Il ne faut pas que tu te mettes directement à demander un autre exercice après avoir échoué une première fois. Pour réussir, il faut que tu ailles à travers les échecs. Sinon, jamais tu réussiras quoi que ce soit. Et cette situation m'a drôlement marqué. Est-ce que finalement, dans la vie, les gens abandonnent trop vite? Beaucoup d'entreprises, notamment les salles de sport, fondent leur business sur le fait que les gens abandonnent. Vous avez chaque année, au mois de janvier, pour les bonnes résolutions et au mois de mai, juste avant l'été, des superbes offres vous sont proposées pour un prix ridicule. 3 mois gratuits, un abonnement annuel à moins 50%. Parce que les salles de sport savent bien que parmi tous les gens inscrits, 80% d'entre eux ne viendront jamais pratiquer. And that's why I don't like gyms. Matt, we're not a gym. We're Planet Fitness. Aux États-Unis, la chaîne Planet Fitness, qui est l'une des plus grandes chaînes de salles de sport, possède plus de 1800 établissements qui sont pour la plupart tous sous-dimensionnés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en moyenne, chacune de ces salles possède 6500 membres inscrits, alors que la salle n'a qu'une capacité de 300 personnes. Ça veut dire qu'une salle de sport ne peut contenir en heure de pointe moins d'un vingtième de la totalité des membres inscrits. On observe le même phénomène dans les cours en ligne. Même des formations à plusieurs milliers d'euros voient leur audience diminuer au fur et à mesure du programme. Les premiers cours en vidéo sont très regardés, car les inscrits sont au début motivés. Seulement voilà, quand on regarde à la fin, seulement entre 5 et 15% en moyenne des inscrits obtiennent le certificat délivré une fois le cours complété. Moi-même je le remarque, quand j'offre des bouquins à des amis, rares sont ceux qui me rapportent qu'ils l'ont terminé. Mais alors, comment faire pour rester assidu, pour aller jusqu'au bout? Je sais pas pour vous, mais moi je commence beaucoup de choses sans jamais les finir. Je suis quelqu'un d'hyper curieux, j'ai besoin de tester de nouvelles choses tout le temps. Alors je teste, et si ça me plaît pas, j'arrête. Mais en revanche, quand j'adhère à quelque chose, j'y reste longtemps. Et au fil des années, j'ai développé quelques habitudes très simples pour rester assidu. Tout d'abord, c'est important de savoir ce dont on est capable et ce dont on n'est pas. Je me souviens, quand je commençais à lire des livres, je me forçais à lire tous les jours. Mais je me disais pas, il faut lire au minimum un chapitre par jour. Non, c'était beaucoup trop contraignant et jamais j'aurais tenu sur la durée. Je me disais, avant de te coucher, tu lis une seule page, juste une. Cependant, il fallait que je le fasse tous les jours. Et quasiment à chaque fois que je lisais une page, je me retrouvais à lire beaucoup plus parce qu'une fois entraîné dans le livre, j'avais du mal à en décrocher. Démarrer une activité, c'est comme démarrer un moteur ou faire rouler un objet. C'est toujours plus difficile au début, cela demande plus d'efforts, mais une fois qu'on est dans l'action, il est souvent simple d'avancer et d'accélérer. Donc pour être régulier, je me suis fixé une routine basée sur le fait de faire une action simple. Parce que je savais que mettre trop de pression, trop de difficultés sur la tâche n'allait jamais me permettre de la faire avec consistance. Je savais que pour faire quelque chose sur la durée, il fallait que cela soit fait presque sans effort, sinon jamais je n'aurais eu assez de discipline pour le faire avec assiduité. Récemment, j'ai décidé d'apprendre le russe. Tous les jours, je travaille le russe environ une demi-heure. Pas 1 heure tous les 2 jours, pas 2 heures par semaine, non, 20 à 30 minutes tous les jours de manière consistante. Et si je rate un jour, je me juge pas et je me dis que c'est nul. Non, je me débrouille pour ne jamais faire 2 jours sans avoir fait de russe. En fait, j'ai remarqué qu'il est plus simple de faire une activité un peu tous les jours que de la faire de manière intense de temps en temps. Parce que le cerveau nous fait toujours imaginer les tâches inconfortables plus pénibles qu'elles ne sont vraiment. Et donc, faire cette tâche tous les jours permet de ne pas oublier à quel point cette tâche est en fait facile. Et pour être sûr que je m'investisse à fond, pour que je m'engage vraiment dans l'apprentissage de la langue, il fallait que j'achète une formation afin de pouvoir me dire « j'ai investi de l'argent, alors au moins je vais me dédier à fond ». Parce que c'est vrai, j'ai remarqué que psychologiquement, investir de l'argent dans une formation me rend toujours plus assidu que si elle était gratuite. Parce qu'en général, on passe beaucoup plus de valeur dans ce qu'on paye que dans ce qui est obtenu gratuitement. J'ai aussi remarqué que se fixer un objectif précis et daté dans le temps était un bon moyen de se motiver dans les moments où on n'avait pas envie de se bouger les fesses. En fait, ça nous permet de nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Dans le cadre de mon apprentissage du russe, j'ai décidé de visiter la Russie en juin afin de visiter Moscou et Saint-Pétersbourg. Et les Russes ne parlant peu l'anglais, il est plus qu'important pour moi d'être prêt à communiquer et à lire en russe. Il y a quelque chose que me dit souvent un de mes mentors. Si tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas l'améliorer.
Et en ce moment, je cherche à perdre en masse graisseuse. Pour ce faire, il est important que je fasse attention à être en dessous de mes dépenses énergétiques journalières. Et donc je fais attention à ce que je mange. Mais je ne le fais pas à vue de nez, mais bien avec rigueur. Tous les jours, je mesure exactement ce que je mange en utilisant l'application MyFitnessPal afin de suivre les calories et les macros, c'est-à-dire les protéines, glucides et lipides que je mange tous les jours. Et tous les matins, je me pèse afin de voir ma progression en termes de poids, afin de voir si ma perte de masse fonctionne bien. Et voir que ma perte de poids fonctionne factuellement sur la durée me donne des micro-victoires qui me confirment que je suis sur la bonne voie. Et ces micro-victoires me permettent de me rassurer et de me dire si je continue comme ça, j'atteindrai forcément mon objectif. Et donc forcément, ça rend la perte de poids beaucoup plus agréable. Je pense qu'on a tous un jour regretté d'avoir abandonné trop vite, trop tôt. On le sait, on aurait dû rester dans la souffrance un peu plus longtemps. Et quand on voit nos connaissances qui, eux, ont osé s'améliorer sur la durée et qu'on voit l'écart entre eux et nous, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui se dit « Merde, j'aurais dû continuer au lieu de faire le faible ». Et là vient mon dernier point, peut-être un des plus importants. La manière la plus simple de faire quelque chose, c'est de le faire avec un ami, un proche. Parce que ce dernier pourra nous rendre responsables de nos actions. Il pourra nous remotiver dans nos moments de faiblesse, nous encourager pendant l'activité, nous forcer à ne pas le décevoir en séchant. Et puis, c'est toujours plus agréable d'aller avec quelqu'un au sport ou à un cours difficile que tout seul.